Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 20 mars 2025. 2026, si loin et si proche, une date annoncée fatidique avec en ligne de mire les élections générales. En 2026 donc, le Bénin va connaître les élections couplées, notamment les communales et les législatives et plus tard dans la même année, l'élection présidentielle. Une volonté du législateur matérialisée par les réformes institutionnelles et politiques. On parle ici de la réforme du système partisan qui s'impose aujourd'hui à tous dans le landerneau politique. Dans nos élaborations ce soir, dans l'info continue, on essaie d'analyser un peu les ramifications et les implications de la réforme du système partisan sur l'animation de la vie politique au Bénin. Les échanges, eh bien, nous les ferons ce soir avec Arnaud Doumanhou, journaliste au quotidien de service public La Nation. Arnaud Doumanhou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. En face de vous, nous sommes avec Kazmi Pedjo. Kazmi Pedjo, bonsoir. Bonsoir Ali. Bienvenue. Vous êtes directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci de vous être montré disponible. Eh bien, on s'est proposé ce soir d'élaborer autour d'une thématique qui, je dirais, est encore d'actualité. La question donc de la réforme du système partisan. Quel regard portez-vous, Arnaud Doumanhou, sur, je dirais, les réalités de la réforme du système partisan à l'ère actuelle? Formuler la question de cette façon, je crois que c'est un peu trop gros. Voilà, un peu trop gros parce que lorsque nous parlons de la réforme du système partisan, nous parlons de 5 lois environ. Nous parlons du code électoral, de la charte des partis politiques, nous parlons de la constitution, nous parlons de la loi sur le financement public, nous parlons également de la loi sur le statut de l'opposition. Donc, vous voyez que c'est un peu lourd, comme on dit. C'est un peu lourd lorsque nous parlons de la réforme du système partisan de façon un peu plus globale. Sinon que dans les détails, on peut se retrouver au moins avec ces 5 lois-là. Parce que vous allez voir que au niveau de chacune de ces lois, il y a eu des implications sur la vie politique de façon globale et sur la gestion des affaires de la cité. Vous prenez par exemple la Constitution. Aujourd'hui, nous avons un duo de présidents. Nous avons un président et un vice-président de la République. Vous avez des implications par rapport à l'Assemblée nationale, parce que désormais, il faut un certain nombre de quotas de femmes à l'Assemblée nationale. Ça a permis quand même d'améliorer l'approche au Parlement, sans compter les autres. Vous avez au niveau de la charte des partis politiques, vous allez parler du nombre, même pour constituer, pour formaliser un parti aujourd'hui, il faut un certain nombre de militants par commune. Nous sommes partis aujourd'hui nous sommes aujourd'hui pratiquement à un peu moins de 1200, membres pour pouvoir mettre sur pied un parti politique. Donc, vous voyez, c'est pour dire que lorsque nous venons au niveau de chaque loi, il y a des ramifications, des implications, des impacts directs sur la vie politique, sur notre... D'accord, on va les prendre pêle-mêle comme ça. Vous, quel regard vous portez, je dirais, sur la réforme du système partisan aujourd'hui? Parce qu'une chose est claire, les choses ont changé, non? Il y a eu des modifications, des changements dans les habitudes. Bien sûr. Et la réforme du système partisan a corrigé ce que je peux appeler une insuffisance donc, de la Constitution de 90. Elle a commencé par l'évoquer déjà la Constitution elle-même. Et aujourd'hui, cette réforme garantit quand même une certaine modernité en ce qui concerne l'animation de la vie politique en République du Bénin. Il a commencé par l'évoquer quand nous prenons chacune, quand nous prenons chacune de ces lois aujourd'hui, ça permet quand même de ne plus voir ce que nous avons l'habitude de voir. Excusez-moi, je vais dire quelque chose, je vais dire une bêtise, des groupes WhatsApp qui deviennent donc des partis politiques, des messieurs avec le sac en main, comme s'ils étaient donc des journalistes, se constituent en parti politique, des bêtises pratiquement, à la veille de chaque élection où vous avez des plaisantins, excusez du peu, que le peuple m'excuse, mais c'est pas ce qu'elle a voulu avoir en 1990 lorsqu'elle s'est dotée donc de ce joyau, de ce jojo donc qui était donc la Constitution du Bénin. C'était pas ça. Vous voyez, des comédiens sont rentrés dans le circuit. Il y a même des comédiens, des acteurs de la comédie qui ont commencé par s'essayer à la chose politique. Aujourd'hui, ce n'est plus ça.
Désormais, donc, on semble voir quelque chose qui appartient aux politiques. Donc, les politiques vont vers la politique et les artisans du moins, sont dans leur secteur d'activité. Ça a permis quand même de freiner certains élans, vous voyez, certaines pagailles, tout ça. Et, tel qu'il a dit, dans l'évolution, dans le développement, donc, de ce sujet, nous allons prendre certainement loi par loi, pêle-mêle certainement. Nous allons prendre loi par loi donc, pour décortiquer, pour voir qu'est-ce qu'on a corrigé, quels sont les acquis, est-ce qu'on en avait besoin. Certainement, tous les Béninois me diront oui. Mais est-ce que c'est la méthode pour y parvenir? D'accord, on va y arriver. Il y a bien d'interrogations, n'est-ce pas, autour donc, de cette thématique. Arnaud Doumarou, il n'y a que la réforme du système partisan, entre autres, souhaite que l'animation de la vie politique se fasse par les politiciens, donc par les partis politiques, qu'on donne en quelque sorte une certaine force aux partis politiques. Est-ce que vous avez noté ça dans la pratique aujourd'hui? Oui, il faut dire que, en tout cas, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas véritablement changé. Sauf que nous avons aujourd'hui comme l'impression que la parole est un peu embrigadée au sein des formations politiques. Vous savez, surtout pour nous, acteurs des médias. Vous notez cela comme une conséquence. Oui, vous avez des acteurs qui vous sollicitez un acteur politique. Je suppose que, je donne un exemple, je suis membre d'une formation politique, en tout cas qui s'inscrit quand même dans une certaine idéologie. Et on me sollicite pour quand même défendre une position du parti. Et puis je dis non, que je n'ai pas reçu un mandat. Tout le monde aujourd'hui cherche un mandat pour même défendre ce qui est quand même un minimum sur lequel on peut s'entendre. On vous parlera de la discipline du groupe. Non, laissez la discipline. Lorsque je ne suis pas convaincu, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que au sein des formations politiques que nous avons aujourd'hui, les acteurs et les militants sont vraiment convaincus. Même les leaders sont convaincus de là où ils sont. Et puis, ils sont convaincus d'une idéologie claire. Ils ont une politique bien tracée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, vous avez sollicité un acteur, un député, un maire, un conseiller, ou un élu local, qui n'est pas en mesure de venir s'exprimer, de venir défendre une position. Alors que déjà, de par l'idéologie du parti, de par la ligne politique du parti qui est bien tracée. Ça devait être enseigné à tout le monde. Oui, à tout le monde. À tout le moins, je suis convaincu de la ligne de mon parti. D'accord. Si je ne suis pas convaincu, défendre ça partout, besoin sera. Si je ne suis pas convaincu tout au moins de défendre un idéal porté par un parti politique, et il faut aller d'abord chercher un mandat, et donc recevoir d'abord des consignes pour venir m'exprimer. Casimir, vous voyez les choses de la même manière. Est-ce que vous avez la même lecture que vous pensez que c'est une liberté? Vous pensez déjà que c'est une liberté d'expression lorsqu'un parti politique ne laisse pas la main donc à ses membres, à ses mandats, de venir s'exprimer librement. Vous pensez que celui-là, il est libre? Non, nous ne sommes pas. C'est exactement le contraire de ce que le législateur de 1990 avait voulu. C'est exactement le contraire auquel nous assistons aujourd'hui. Mais est-ce que la discipline du groupe, quand même, ne devrait pas amener le fait que vraiment on ne prenne pas la parole en pagaille et éviter que les choses aillent dans tous les sens? Nous ne sommes pas dans l'armée et nous ne sommes non plus dans une secte où il y a une discipline de groupe qui va jusqu'à cette extrémité-là. Aujourd'hui, c'est le basique, il a dit. C'est le basique, c'est le minimum dans un parti politique. Si je ne peux pas m'exprimer dans un parti politique, où est-ce que je peux m'exprimer? Vous avez des responsables, des leaders d'opinion. Je peux vous citer des cas. Aujourd'hui, on les a vus, on les a nommés ministres conseillers, ils ont commencé par parler. Dans un passé très récent, ils ne pouvaient pas piper un seul mot sur ce qui se passe au sein de leur propre au sein de leur parti politique. Alors, Arnaud Doumarou, toujours, je dirais, sur les implications et les ramifications de la réforme du système partisan, pourquoi, selon vous, le législateur n'a pas été, je dirais, un peu impératif, par exemple, au niveau de la désignation des candidats? Parce qu'on veut que l'animation de la vie politique, comme je le disais tout à l'heure, se fasse avec les partis, au sein des partis politiques, qu'un parti politique puisse aller comme cela se doit à la conquête du pouvoir, mais il y a que dans l'évolution des choses, même si tu n'appartiens pas au parti politique, il y a qu'il faut au moins bénéficier ne serait-ce que du parrainage de ce parti, donc être porté par le parti, même si tu n'es pas un militant à la base, et donc les choses pouvaient aller. Oui, justement, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé de... Déjà, nous avons commencé à parler de la démocratie, de la liberté de parole au sein des partis politiques. Je donne un exemple simple. Vous êtes dans un parti politique qui porte une ligne en matière d'éducation. Et donc,
au sein de mon parti politique, je sais que voilà ce que nous avons comme vision de gouvernance en matière d'éducation. Et lorsqu'on m'interroge sur une question liée à l'éducation, est-ce que j'ai besoin d'aller dire, s'il vous plaît, maître, à un autre membre du parti pour avoir l'autorisation pour venir dire notre conviction en matière de politique d'éducation au sein de notre formation politique. C'est une aberration. Et nous entendons de plus en plus, il faut les dénoncer. Mais il y a la liberté de parole ou la liberté d'expression. Mais il y a également la liberté du silence. Il y a la liberté du silence. Est-ce qu'on n'est pas libre de garder le silence aussi? Cher ami, oui. Lorsque... Non, c'est ça d'abord ma question. Est-ce qu'on n'est pas libre de garder le silence? On est libre de garder, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ça devient une habitude au sein de façon politique. Même les acteurs, les leaders, on peut comprendre peut-être pour certaines figures qui n'ont pas encore, qui sont recherches, qui n'ont pas encore une certaine conviction. Mais lorsque des leaders, des formations politiques sont incapables de venir défendre une position, ça pose un problème. Et ça, ce que nous disons, si le parti politique, un peu comme nous passons dans un quotidien, on dit qu'il y a un lien éditorial qui dit la position du journal. S'il s'agit d'une question où on veut la position du parti politique par rapport à cette question-là, on peut dire, voilà, il faut le porte-parole du parti. Mais je dis ici, il y a un exemple terre à terre. Je dis, lorsque nous sommes dans une parti politique, c'est que par rapport à mon parti, voilà notre vision en matière de politique publique, en matière d'éducation. Et on m'interroge sur une question liée à l'éducation, et je connais ce que mon parti prévoit en matière de politique publique, donc je peux venir intervenir. En clair, pour vous, c'est des choses à corriger. C'est des choses à corriger véritablement. Et pour venir également, et pour toujours en matière de liberté au sein des partis. Vous imaginez aujourd'hui que nous sommes pratiquement à 6 mois du dépôt c'est en octobre prochain, du dépôt de candidature pour la présidentielle. On n'a pas, malgré tout ce qu'on a dit, on n'a pas instauré les primaires au sein des partis politiques. Et vous voyez, lorsque des ambitions naissent, vous voyez ce qui est quand même bizarre. On a sanctionné récemment, suivez mon regard, un ministre, membre d'un parti politique, qui a été sanctionné parce qu'il a porté des ambitions. On dit que les ambitions sont contraires. C'est ce qui est même grave. On porte à l'attention de l'opinion publique que ce ministre a été sanctionné parce qu'il aurait nourri des ambitions qui sont contraires à la ligne de son parti politique. Quelle ambition est contraire à la ligne du parti politique? On peut interpréter ça comme une discipline. C'est pour dire que, justement, il faut qu'on sache, si tant est que, soit on regarde à l'intérieur du parti, soit on ne nous informe pas, mais qu'on nous dise... On vous dira que vous êtes trop public. On vous dira que vous êtes... D'accord, allons-y vite, parce que je sens Casimir Pédio qui veut réagir. Si nous ne sommes pas en mesure, au sein des partis politiques, d'organiser les primaires, pour permettre aux militants, déjà peut-être à la base, peut-être au niveau communal, on monte au niveau départemental. Peut-être que ça se fait dans les coulisses. Après, un peu comme ça se fait dans d'autres pays, je vais pas être dans les États-Unis, où le parti républicain, on a... Qui vous dit que les primaires ne se font pas? Mais c'est nous, on ne le fait pas. Et lorsque les gens commencent à exprimer les opinions, nécessité d'organiser les primaires au sein des partis politiques. Allez-y. Cette question ne m'intéresse pas trop. Je vais y répondre, mais avant, je voudrais prendre un autre exemple. Où était ce que mon vis-à-vis a dit? Il y a dans ce même parti politique, il y a un autre qui a été nommé tout récemment ministre conseiller. Je les adore, ces ministres conseillers-là, qui est allé faire l'apologie du 3e mandat. Pourquoi on ne l'a pas sanctionné? C'est conforme à la ligne du parti, c'est des incongruités du système partisan, de l'animation, de la vie dans leur parti politique. Deuxième chose, on a organisé cette sanction, je ne sais pas si c'est un vote de défiance, mais on l'a organisé un dimanche. Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que le parti politique, est-ce qu'il y a le règlement intérieur du parti politique là dit ainsi qu'on peut organiser une assemblée générale extraordinaire un dimanche? Est-ce que c'est dit? La date vous pose problème parce que c'est un jeu de... C'est pas moi, ça pose problème. Ça pose problème à l'arsenal juridique. Si ce leader du parti politique, il dépose une plainte, il peut le faire parce que nous sommes dans un état de droit et réclamer qu'en tant que membre, il a droit à une opinion. Et il a exprimé son opinion sur le vote. Et on l'a éjecté donc du système. Alors, il se doit d'utiliser donc ces arguments pour dire aujourd'hui, nous sommes dans un système où on ne peut pas organiser ma formation de base ne peut pas organiser une assemblée extraordinaire un dimanche. Déjà, sur la forme, ça pose de problème. Si c'est ça vous appelez système partisan, bon, il y a encore des choses à corriger. Alors, qu'est-ce que vous, Arnaud Domaou, n'est-ce pas, vous notez, je dirais, comme avancée de cette réforme du système partisan? Avancée, vous voyez, nous allons extrapoler un peu les choses là, parce que là, vous voyez que c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il qu'on retient pour le moment qu'il y a une tendance
à aller vers les grands rassemblements, les grands ensembles. Tendance certainement à ne pas forcer, mais quand même, il y a une tendance à aller vers les grands rassemblements. Mais lorsque nous n'arrivions pas à bien structurer à long terme les partis politiques, ça ne marchera pas sur le long terme. Et c'est de ça que nous parlons. Parce que quand nous disons ces choses, sans doute, si nous avons l'espoir que les acteurs nous entendent, c'est pour que ça puisse se corriger. Parce que juste là, on n'a pas l'impression que véritablement ça se corrige. Et à cette allure, on risque de voir les partis se disloquer après 2026. Vous voyez? Donc, il faut quand même que si tel que nous pensons véritablement renforcer la dynamique en cours, il faut que à l'intérieur des partis politiques, s'ils ne sont pas en mesure d'organiser des primaires et les gens commencent à exprimer leurs ambitions, ils en ont le droit. Après, toutes les ambitions là seront portées en haut, certainement il y aura un arbitrage qui sera fait. Mais vous ne pouvez pas ne pas avoir un système donc de sélection à l'intérieur des partis et après demander à l'opinion, jeter à la face de l'opinion que tel acteur pour avoir nourri des ambitions qui sont contraires. Le militant en question a voulu faire coup d'État au niveau du parti, bien là, vous décidez le bilan du parti. Vous voyez, on dit des trucs parfois, vous ne comprenez pas. Et ce n'est même pas sérieux. Alors que vous voulez comprendre. Vous êtes bien curieux. Vous êtes bien curieux. Oui, Casimir Kedior, qu'est-ce que vous notez comme avancée au niveau de la réforme du système partisan? On ne peut pas dire que tout est mauvais, non? Vous me limitez dans ma réponse. Vous voulez que je dise quelque chose qui n'est pas mon point de vue. Qu'est-ce que je note? Je note qu'il n'y a plus de comédiens qui puissent aujourd'hui lever son petit doigt et dire je veux être président de la République au Bénin. C'est une limitation, c'est vrai, c'est une autre forme donc de ségrégation, d'exclusion, mais au-delà de tout, on n'assistera plus donc à cette messe de 40 candidats au présidentiel en République du Bénin. En tout cas, pour les 10 prochaines années, je crois que ça a été donc un acquis. Je vais me limiter à ça et j'ajouterai à ce que Hanno a dit, non, on ne va pas attendre dans 10 ans pour avoir la dislocation des partis politiques. Et vous avez suivi la dernière fois, il y a un vieux routier qui a réclamé donc son parti politique, qui a dit de lui donner son affaire là, et que lui quitte cette affaire là. Et puis il a commencé par assister aux messes d'anniversaire, il a commencé par rendre visite à ceux donc qu'il a fait descendre de son piédestal. Il a commencé déjà par leur rendre visite. Donc les partis politiques ont commencé par se disloquer déjà en pleine réforme. Les partis politiques ont commencé par se disloquer parce qu'à un moment donné, vous voyez un vieux père comme celui-là, vous l'empêchez de parler ou bien vous empêchez ses membres d'aller s'exprimer sur les questions. On va vous demander à quel moment, par exemple, on l'a empêché de parler. Et puis s'il n'a même pas parlé, donc je suppose qu'il n'a pas parlé, on l'a empêché de parler. Quand nous avons comment ça se passe, et je peux le dire, sans courir le risque de me tromper, je ne l'ai pas vu animer la vie politique. Ce vieux père-là, si vous permettez l'expression, j'emprunte l'expression aux Ivoiriens, on ne l'a pas vu s'exprimer sur un certain nombre de choses. Et pourtant, ce n'est pas l'actualité brûlante, ce n'est pas l'actualité qui manque en termes d'animation de la vie politique. Nous sommes, il a dit, nous sommes pratiquement dans la fièvre électorale, mais on ne sent rien encore, on ne sent rien venir parce que, vous voyez, peut-être devons nous adapter, il n'y a pas une liberté, aux réalités, il n'y a pas une liberté liée à cette réforme du système partisan. Ali, lorsque vous éteignez vos caméras, lorsque vous fermez vos micros, et vous discutez avec ces députés, avec ces acteurs, ces 1200 dont il a parlé tout à l'heure, ils vous disent, mon cher ami Casimir, il y a ce qu'on peut voir, l'œil peut voir physiquement, et il y a ce que l'œil ne voit pas. Est-ce que là, on ne dira pas que c'est vraiment eux les réels comédiens, quand on leur donne l'occasion de parler, qu'ils ne le font pas et qu'ils attendent qu'on éteigne les micros et caméras d'abord avant de se... Je ne suis pas ici pour les juger, je suis ici pour rapporter ce que Arnaud Domaou, au-delà de ce que nous avons développé tout à l'heure, qu'est-ce que vous notez, je dirais, comme ramification ou comme implication de la réforme du système partisan sur l'animation de la vie politique? Je vais d'abord... Parce que là, je passerai rapidement sur quelques lois. Lorsque nous prenons par exemple la Constitution, il faut saluer le fait que nous ayons eu plus de femmes aujourd'hui au Parlement. Donc je crois que ça aussi, c'est une avancée. Mais au même moment, nous avons, au niveau de la Constitution, nous avons un petit souci. Le souci par rapport au poste de vice-président. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que ce poste n'a pas véritablement de contenu. Et le pire est que lorsque le président en exercice, on ne le souhaite pas, il lui arrivait quelque chose, ce vice-président peut devenir président et à son tour nommer notre vice-président qui, éventuellement,
le vice-président nommé éventuellement, si l'autre a encore un souci, peut devenir président, donc sans prendre pas un processus électoral en bonne due forme. D'accord. Donc ça, par exemple, c'est un truc, un point à corriger. Donc ça, c'est pour vous aurez proposé quoi à ce niveau? Qu'on procède à un vote ou bien qu'on précise un délai à l'issue duquel il faut organiser? Je n'ai pas la réponse tout de suite ici. D'accord. Mais vous imaginez que le président, il lui arrive quelque chose, le vice-président devient président, et on lui permet à lui de nommer donc un vice-président. Ce vice-président donc peut devenir président. Ce vice-président qui est nommé, qui n'est pas venu, je dirais, par élection. Par élection, peut devenir président sans élection. Et à son tour, il peut toujours nommer encore, et ainsi de suite. On peut être dans un cycle où nous aurons donc chaque fois des vice-présidents qui nomment des vice-présidents devenus présidents, qui nomment des vice-présidents qui seront présidents sans élection. Donc on peut, à ce niveau, peut-être poursuivre la réflexion, essayer de voir ce qu'il faut corriger. Ce qu'il faut améliorer. Ça, c'est rapidement pour passer sur la Constitution. Lorsque vous venez, par exemple, sur la question de la loi portant statut de l'opposition, vous voyez qu'aujourd'hui, en principe, la loi a déjà décliné. Vous dites dans quelles conditions on peut nommer le chef de file de l'opposition. Mais comme on est tellement malin au Bénin, on permet maintenant au chef de l'État de prendre un décret pour nommer le chef de file de l'opposition. En principe, puisque la loi décline, si vous avez tel nombre de députés... Mais c'est quand même c'est juste une confirmation. Ou bien vous pensez qu'on pouvait se passer de ce décret parce que bon, la loi précise déjà les conditions qui amènent le chef de file. On peut être nommé chef de file de l'opposition. Ça devait être d'office. Ça devait être d'office. Donc on croit qu'on peut retirer cela. La belle preuve, vous voyez aujourd'hui, le chef de file de l'opposition n'est pas nommé. Parce qu'aujourd'hui, si on va tenir compte des contextes d'aujourd'hui, on dira peut-être que c'est le président Boni qui va être nommé chef de file de l'opposition. Est-ce que vous avez vu ce décret de nomination du chef de file de l'opposition? Ça veut dire déjà que au niveau du législateur, à partir du moment où on a fixé les conditions pour dire voilà les conditions à remplir pour être chef de file de l'opposition, ça devait être... On peut se passer du décret. Donc je crois qu'à ce niveau, ça c'est juste pour rester au niveau de la portance statut. Comme on l'a déjà dit dès le début, n'est-ce pas, le dossier est bien lourd. Le dossier est bien lourd. Rapidement. Et là, vous avez parlé de la loi sur le financement public. Vous voyez, la loi sur le financement public pose également d'autres débats. C'est vrai que depuis l'année passée où les démocrates sont revenus sur la table, sur la scène pour partager, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau. Mais toujours est-il que qui bénéficie du financement public? Est-ce qu'il faut seulement les partis qui ont des élus ou des partis qui n'ont pas des élus, mais plutôt la loi leur fait obligation de tenir des sièges? Et la Sénat a fait un contrôle récemment, a fait une descente pour voir si les partis sont en règle vis-à-vis des tests. Est-ce qu'ils ont des sièges, est-ce qu'ils ont un secrétariat, ils sont un peu de tout ça. Alors, mais est-ce qu'ils contribuent donc à l'animation de la vie politique? Mais lorsque la loi vous fait exigeant de tout cela, est-ce que vous ne pouvez pas être bénéficiaire? Est-ce que vous ne pouvez pas, même si c'est une petite portion, est-ce que vous ne pouvez pas être bénéficiaire d'un petit financement, ne serait-ce que... C'est un peu comme les médias. C'est un peu comme les médias. C'est comme on trouve que Canal 3 et Gros Morceau peut prendre peut-être 100 milliards, et même que tel autre média, le DP, Casmi, Nouvelle Économie, n'aura rien du tout, parce que bon, c'est un petit média. Lorsqu'il y a un financement pour les médias, on doit pouvoir trouver un mécanisme qui permet à tous les médias qui remplissent certaines conditions. Oui, Casimir Kedja, vous voulez dire quelque chose en complément à ce que vous développez? Le code électoral. D'accord. Oui, moi je ne suis pas trop d'avis lorsqu'on dit que la réforme du système partisan permet donc d'avoir plus de femmes à l'Assemblée nationale. On ne va pas faire la promotion de quelqu'un en son absence. Si elles ne veulent pas, écoutez, on prend les sièges et on continue. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour cet argument qui a amené donc à ce système partisan. Cette question de... Elles savent comment parler. Elles parlent la discrimination positive dont on parle, c'est ça? Aucune discrimination n'a jamais été positive. Aucune. Aucune en français facile, en français difficile, en français moyenne. Il n'y a pas de discrimination qui soit positive. On vous dira que c'est votre façon de voir. Allons-y. Ce n'est pas ma façon de voir. Si nous sommes dans un registre français et il n'y a pas de discrimination positive. Allons-y quand même. Et donc, cette loi, cette partie-là, moi, je n'ai jamais été d'accord. Chacun se bat. Si on veut augmenter le nombre de députés en passant donc de 83 à 109, c'est de droit. La population béninoise, quand la Constitution a été votée en 1990, elle n'était certainement pas à 13 millions donc, de Béninois, d'âmes qui vivent sur le sol. Aujourd'hui, nous avons la diaspora. Le système partisan n'a pas permis aujourd'hui à la diaspora de s'exprimer. On doit pouvoir avoir un député de la diaspora. Allez au Nigeria, voisin, pour voir combien de Béninois sont là-bas et qui ont des problèmes et qui souhaitent que le Parlement béninois puisse s'intéresser à leurs problèmes. La diaspora est là. Voilà donc des myopies
du système parti, de cette réforme-là, que moi, si j'allais proposer beaucoup plus et mieux. Ce système qui est là et qui corrige tout, qui fait les réformes, a vécu dans la diaspora pour venir. Et aujourd'hui, cette diaspora ne les intéresse pas. C'est la discrimination, soit dit en passant, de quelle nature, qui les intéresse. On dit, pour corriger ça, il faut avoir... Vous pensez que ça non, aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec les femmes. Je ne suis pas anti-féministe, mais les femmes ne seront pas d'accord avec moi. Si quelqu'un veut être député, elle se bat. Mais les femmes avaient applaudi la loi quand elle était votée. C'est leur problème. Parce qu'elles ont bien entendu, c'est parce que c'est elle que ça concerne. C'est elle que ça concerne. Elles ont toujours cette facilité. On va écouter Arnaud. Mais il faut dire qu'elles se sont battues également avant de l'avoir. Ce n'est pas une... Nous avons vu ici dans ce pays, ce n'est pas du peuple. il y a une ministre de la Justice qui s'est battue. Alors, on va écouter Casimir. Bédo est là et on connaît la loi. Permettez qu'on écoute Quelles sont les femmes qui se sont battues? Je vais plus sur le temps imparti. Et ce sera le dernier tour de table, également sur le code électoral. Parce que ça, c'est le gros morceau, le code électoral. Parce que vous savez, avec la réforme du code électoral aujourd'hui, la question de nombre de suffrages à obtenir pour décrosser des sièges, je crois que ça a été une bonne chose, ça a été bien pensé. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que nous avons la question, parce qu'il faut 10% au plan national, d'abord pour prétendre à l'attribution des sièges. Et après, aujourd'hui, on est venu corser au niveau des séquences électorales pour la pose des élections législatives, on parle de 20%, qui est extrêmement difficile, parce que, en tout cas, par rapport à des expériences, nous allons voir ce que ça va donner en 2000. Il faut d'abord éprouver les tests avant de tirer les leçons qu'il faut. Mais nous avons, j'estime que peut-être le souci que nous avons là, à ce niveau actuellement, c'est la question des parrainages. Parce que la loi dit, la Constitution dit que ce sont les élus qui parrainent. Mais aujourd'hui, vous savez que les maires ne sont plus des élus. Les maires ne sont plus élus, les maires sont nommés. Et lorsque nous parlons des élus, on peut parler des députés, on peut parler des conseillers. Parce que le maire était conseiller et tout le moins, il a été élu. Donc, en principe, lorsque nous parlons des élus pour parrainer, on ne doit pas seulement parler d'une personne par commune, donc en la personne du maire. Encore qu'aujourd'hui, avec la dernière réforme par rapport à l'élection des maires, où on a supprimé l'élection des maires, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le maire qui a été nommé, est aussi un élu, il peut prétendre être un élu pour parrainer. Donc je pense que sans doute, avec la législature pour l'avenir, peut-être cette législature, puisque cette législature n'a pas envie de tout retoucher, n'a pas envie de retoucher au code électoral, mais je pense à ce niveau, on peut corriger quelque chose. Également, au niveau des formations politiques, où aujourd'hui, on dit que le député est obligé donc de ne parrainer que le candidat de son parti. Donc, sans doute aujourd'hui, il y a discipline du groupe aussi oblige. Discipline du groupe, il y a ces questions-là sur lesquelles nous allons sans doute revenir. D'accord, on aura l'occasion vraiment de revenir et les décortiquer parce que vous avez cité 5 lourdes lois, n'est-ce pas, qui ne sont pas négligeables et qui ont toutes des ramifications sur l'animation de la vie politique. Oui, votre mot de conclusion toujours sur cette question que développait tout à l'heure Arnaud Zoma. Alors, je dirais que, avant de dire la conclusion, je dirais à nous que non, la question est réglée. Si un maire est nommé, il n'est pas élu. La loi dit les élus. Mais le maire de Banté a été élu et les maires élus. Le maire de Parakou est un maire élu. Mais le maire de Cotonou n'est pas un maire élu. Donc s'il faut donner parrainage, le maire de Cotonou ne va pas donner de parrainage. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens babattent. La loi n'a pas dit. La loi n'a pas dit les choses ainsi parce que là, si on va se mettre dans la question de littérature, la loi dit élu. La loi n'a pas dit élu. Les questions de littérature, élu. Le maire est élu. Tous les conseils devaient. Est-ce que le maire de Cotonou est élu? Non. Donc, il ne peut pas donner de parrainage. Moi, je ne vois pas pourquoi on va chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Vous estimez qu'il a été conseiller pour venir, mais il n'a pas été élu. Si on a dit les élus conseillers, là, il peut donner parrainage. Mais on a dit les maires élus. Le maire de Banté est élu. Le maire de Save est élu. Le temps est vraiment passé. Pour ma conclusion, je dirais, le temps est vraiment court pour ce débat. Moi, je veux que la loi, que les chapelles politiques respectent l'esprit de la loi et la loi elle-même. Qu'on laisse la liberté
aux leaders de venir s'exprimer sur la question. Vous nous voyez, c'est le regard d'un journaliste, de deux journalistes sur le plateau. On aurait bien voulu les écouter eux-mêmes. Qu'ils acceptent de venir s'exprimer. On va souhaiter que votre message soit tombé dans les oreilles de sous. Arnaud Domarou, merci beaucoup. Il y a vraiment un impératif du temps. Je comprends très bien, vous n'êtes pas les premiers à le dire, hein, que le temps ne suffit souvent pas quand on se met en discussion. Arnaud Domarou, journaliste au quotidien de service public La Nation. Kazmi Pédior, n'est-ce pas, directeur de publication de Nouvelle Économie. Les épreuves du système partisan, c'était la thématique qui nous a mobilisés ce soir. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion tout à l'heure à 23h et demain à 10h30. Allez, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain à 20h.